Bien, alors dans cet exercice, on va s'intéresser à la réflexion du champ électromagnétique sur l'ionosphère. Donc, je rappelle que l'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère ionisée et qu'elle peut se comporter de différentes façons. On s'intéresse pour l'instant à des ondes de fréquence entre guillemets assez basse, inférieure au mégahertz, et on a vu en cours que dans ce cas-là, les ondes électromagnétiques étaient réfléchies par l'atmosphère qui se comportait comme un miroir. Donc en particulier, le champ électrique dans l'ionosphère, que je vais noter E2, pourrait être supposé nul. On va supposer qu'on envoie un faisceau électromagnétique qui sera modélisé par une OPPH, c'est-à-dire ce terme-ci. Donc j'imagine que le champ incident, que je note E, est un champ qui est bien monochromatique, qui est associé à une onde progressive dans la direction du vecteur d'onde K, en oméga t moins K scalaire R. C'est bien compatible avec une propagation dans le vide parce que le vecteur K, on va le voir, est donné dans le plan XZ, et le champ électrique est perpendiculaire au plan XZ, donc on a bien un champ électrique qui est transverse, ce qui est normal si vous avez à la fois la notion d'OPPH et que la propagation se fait dans le vide. Alors, notons qu'on a bien une onde plane, parce que l'amplitude ici est un terme qui est uniforme et qui, en particulier, si vous avez la propagation comme ça, dans un plan perpendiculaire, dans un plan d'onde, l'amplitude du champ électrique à un instant donné vaudra toujours E0. Donc on est bien dans les conditions d'un champ électrique de type OPPH. Et la question qu'on se pose, on va faire un cas un peu plus général que dans le cours. Dans le cours, on s'était intéressé, donc on va considérer l'ionosphère comme un métal parfait, comme un miroir parfait dans lequel le champ électrique ne peut pas exister. Donc en ce sens, ça va se rapprocher du cas du conducteur parfait, qui également avait encensé un champ électrique nul. Mais la complexification qu'on introduit, c'est qu'on ne suppose plus forcément un champ électrique qui arriverait normalement au miroir, mais avec un champ électrique qui va être incliné, qui fait un angle, c'est-à-dire qu'il y a un angle entre la normale et la direction du champ électrique. Et cet angle alpha sera l'angle d'incidence, de la même façon qu'on définit l'angle d'incidence en optique géométrique. Alors notez que, et on sait que nécessairement le champ électrique seul ici ne pourra pas être solution du problème, car ce champ électrique, on va le voir, doit vérifier une relation de continuité au niveau de l'ionosphère, et vu que le champ électrique est nul dans l'ionosphère, et vu qu'ici vous avez une onde plane qui ne cesse d'osciller, qui ne possède pas de nœud et de ventre, une onde progressive, vous ne pourriez pas avoir cette solution-là, on le voit bien, il n'existe pas de point particulier de l'espace où elle est nulle à chaque instant. Donc forcément, cette onde tout seul ne pourra pas être solution du problème. Donc ce qui se passe physiquement, c'est que certes, les grandeurs électriques seront nulles au sein de l'ionosphère, mais lorsque l'onde arrive dans une couche très fine de l'ionosphère, à la surface, les particules ionisées vont être excitées et vont pouvoir générer un champ réfléchi, et c'est la somme du champ incident et du champ réfléchi qui, chacune d'entre elles, vérifiera l'équation d'onde, leur somme aussi, et quand on va combiner les deux, on va faire en sorte que leur somme puisse vérifier la condition limite. De la même qu'on avait vu pour une incidence normale que si on avait l'amplitude du champ réfléchi qui était l'opposé de l'amplitude du champ incident, on avait un déphasage de pi entre les deux, dit autrement, et bien on voyait que ça vérifiait la condition aux limites d'annulation du champ électrique à la surface du métal. Et donc la question qui se pose ici, finalement, cet exercice pose la question suivante: comment faut-il choisir l'onde réfléchie pour que la somme du champ électrique et incident et réfléchi puisse générer bien une solution au problème, c'est-à-dire vérifier l'équation d'Alembert dans le vide et vérifier les conditions limites. Alors on sait que c'est forcément une onde réfléchie parce que l'onde étant incidente, on sait qu'elle va se transmettre dans l'ionosphère parce que la fréquence est trop basse pour la fréquence qu'on considère, et nous n'avons pas non plus
d'absorption, parce qu'on sait que dans l'ionosphère, je vous renvoie au cours, il n'y a pas d'absorption, du fait que la conductivité est un imaginaire pur. Alors, l'idée, bon, on va d'abord présenter encore un petit peu les caractéristiques du champ incident avant de s'intéresser au champ réfléchi. Dans les premières questions, on vous demande d'exprimer le vecteur K. Le vecteur K est fourni sur le schéma. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je vais simplifier en supposant que les angles alpha et alpha' ne sont pas orientés, et je les suppose chacun, disons, entre 0 et pi sur 2. Donc je n'oriente pas les angles, et chaque angle est entre 0 et pi sur 2 pour le premier, est entre 0 et pi sur 2 pour le second. Donc ce vecteur K, alors pour la norme du vecteur K, c'est très simple. Vous avez une OPPH dans le vide, donc si vous avez OPPH plus vide, on sait que le vecteur d'onde est forcément donné par oméga sur c, avec c, la vitesse de la lumière dans le vide. Et pour sa direction, donc ça c'est la norme de K, et ensuite son vecteur unitaire, il suffit de prolonger le vecteur qui est ici. Nous avons l'axe Z comme ceci. Si on projette sur Z, on fait apparaître le cosinus, et si on projette sur X, on fera apparaître le sinus. Donc on vérifie un petit peu rapidement, mais on prend éventuellement un cas particulier. On voit bien que si alpha valait 0, le vecteur serait purement sur UZ, donc on aurait 1 ici et 0 là. Je vous invite toujours, vous faites votre calcul, et sur un cas particulier, vous vérifiez que ce que vous avez trouvé paraît cohérent. Donc là on a le vecteur d'onde. Ensuite, on vous demande de caractériser le champ magnétique de l'onde incidente. Donc là, pas de difficulté majeure. À nouveau, on a une OPPH et on est dans le vide. On sait qu'on a le droit au raccourci B égale U sur C vectoriel E. Donc je me contente de prendre l'expression du vecteur unitaire qui dirige le vecteur d'onde sur C, vectoriel le champ électrique. Je retrouve bien sûr que le champ magnétique est toujours en E0 sur C pour une OPPH dans le vide. Bon, petit calcul très simple, d'accord, UZ, UY fera moins UX, UX, UY fera UZ, et on obtient ainsi le champ magnétique. Alors maintenant, l'idée c'est de se dire, bon, maintenant concentrons-nous sur le champ réfléchi. Le champ réfléchi, il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut déterminer. Il faut d'une part caractériser son... on va aussi supposer qu'on est sur une OPPH. On pourrait le montrer également, on simplifie un peu l'exercice, mais la méthode sera à peu près la même. Je vais me limiter au cas, en supposant, je fais un test, en fait je ne l'ai pas encore démontré, mais je cherche une solution, et que je sais qu'elle va être unique, je peux tenter quelque chose et voir si ça marche. Donc je vais essayer de vérifier, on verra pourquoi tout à l'heure, de garder aussi un champ réfléchi qui sera polarisé également sur Y. Mais finalement, quels sont les inconnus? Donc la question c'est, est-ce que la pulsation du champ réfléchi est la même que la pulsation du champ incident? Est-ce que la norme de K', vecteur d'onde réfléchi, est-elle la même que K? Quelle est la direction de K'? Et combien vaut E0'? Donc vous voyez, pour l'instant, on a un certain nombre d'inconnus. On peut même les noter, d'accord? Nous avons une grandeur scalaire ici, mais qui serait en fait un complexe, donc potentiel. Alors complexe parce qu'on va avoir aussi un déphasage. On a vu que ce déphasage était présent déjà en incidence normale. Donc nous avons là un nombre complexe, peut-être deux inconnus, oméga', une troisième inconnue, et K', un vecteur dans le plan, pareil, je vais supposer que K' reste dans le plan là. En fait, ce que je suis en train de supposer, c'est la première loi de Descartes, mais on verrait que si on fait autrement, il n'y aura pas de solution. Je suppose déjà que le rayon incident et le rayon réfléchi sont bien dans le même plan. Et ce que je vais essayer de montrer, en fait, c'est retrouver la loi de Descartes pour la réflexion. Mon objectif, en fait, c'est de montrer que alpha' égale alpha. Mais je n'y suis pas encore. Donc voilà, donc pour l'instant, on a ce jeu d'inconnus, et il va falloir essayer, avec les conditions limites, les connaissances de la physique, de déterminer toutes les caractéristiques du champ électrique. Alors on peut penser que ça fait beaucoup d'inconnus, mais n'oublions pas un point important, c'est que les conditions qu'on va imposer, on va les imposer en tout point de la surface de l'ionosphère. Donc en fait, vous allez avoir des relations qui vont être vraies, quel que soit x et quel que soit y, ce qui est une contrainte beaucoup plus forte que imposer simplement une relation en un point. Alors, le premier point, c'est que la pulsation oméga' sera forcément égale à oméga, car que se passe-t-il physiquement? Vous avez votre onde incidente qui vibre à oméga. Elle va, dans un modèle simple, faire vibrer les électrons à la surface, donc qui vont eux-mêmes répondre à oméga dans un modèle linéaire, et qui vont eux-mêmes engendrer un champ électrique à la même pulsation. Donc en fait, oméga' sera égal à oméga, ça fait déjà tomber une inconnue.
D'autre part, on sait que l'onde réfléchie est également une OPPH dans le vide. Donc on sait que K' vaut oméga' sur le même C. D'accord? Et vu que oméga' égale oméga, on déduit que la norme de K' est égale à la norme de K. Donc il nous reste en fait finalement deux inconnus. Les deux inconnus qui vont nous rester, c'est en fait la valeur de alpha' et puis la valeur de l'amplitude du champ électrique de l'onde réfléchie, E0 bar prime. Alors, pour faire ceci, on peut déjà exprimer K' en fonction de alpha'. Bon, le K', je le dessine comme ça, pour l'instant assez arbitrairement, et je vois que j'aurai sa norme équivocable, que norme de K égale norme de K'. Si je projette sur ici, j'aurai cosinus, mais attention, l'axe UZ est vers le haut, donc j'aurai un moins cos alpha' UZ, et sur X, j'aurai le sinus qui va après, c'est-à-dire le côté opposé, donc j'aurai par contre dans la direction de X, donc sinus alpha' UX. Voilà. Et alors maintenant, pour terminer, il faut faire exactement la même chose, en plus compliqué, que ce qu'on avait fait pour le métal parfait. Pour le métal parfait, pour pouvoir terminer, on avait utilisé la condition limite, c'est-à-dire le fait que la composante tangentielle du champ électrique est nécessairement continue. Je pourrais écrire la formule générale ici, d'accord? Je vais effacer ça qui est maintenant connu. Et je sais que la relation de passage, si j'appelle N12 la direction UZ, je sais que la relation de passage nous dit que E2 moins E1, alors E2 veut dire le champ électrique juste dans l'ionosphère, E1 veut dire le champ électrique juste avant l'ionosphère. Attention que E1 sera bien la somme des deux champs qui sont là, doit être égal à sigma l'écharpe surfacique epsilon 0 N12. Et donc en particulier, vu que ce N12 est selon UZ, si on fait une projection selon UY, donc si je m'intéresse à une composante tangentielle, d'accord, par rapport au plan de l'ionosphère, si je fais ça scalaire UY, eh bien le terme de droite fait forcément 0, ce qui m'impose nécessairement que les composantes tangentielles, les composantes selon Y du champ électrique, juste au-dessus de l'ionosphère, enfin juste dans l'ionosphère et juste avant l'ionosphère, soient égales. Donc c'est ce que j'ai repris ici. Je vais peut-être encadrer car c'est un peu petit, d'accord, ici. Ce que j'ai noté, c'est que la relation de passage va imposer que le champ électrique que j'ai appelé 2, c'est-à-dire dans l'ionosphère, sa composante sur Y, c'est-à-dire le champ électrique en Z égale H+, je suis juste dans l'ionosphère, doit être égal, vu qu'il y a continuité, au champ électrique dans l'air, la composante selon Y, enfin, il n'y a que cette composante-là, et ceci, bien sûr, pour le champ électrique qui dépend de X, mais exprimé en Z égale H-, c'est-à-dire juste avant l'ionosphère. Et ceci doit être vrai, bien sûr, quel que soit X, pour tous les points de l'ionosphère, donc sur X, doit être aussi vrai quel que soit T, et doit être vrai, alors, quel que soit Y, parce qu'en toute rigueur, effectivement, bon, ça n'apparaîtra pas, mais en toute rigueur, vous avez aussi cet aspect-là, selon Y, qui doit être vérifié sur tout le plan de l'ionosphère. Et donc cette relation-là doit être vérifiée, mais n'oublions pas également que le champ dans l'ionosphère est nul, donc le champ dans l'air juste avant l'ionosphère doit être égal au champ électrique juste dans l'ionosphère, mais vu que le champ électrique dans l'ionosphère est nul, eh bien en fait cette relation-là, vu que ce terme-là est nul, serait écrit que le champ électrique dans l'air à la limite de l'ionosphère doit être nul. C'est en fait la même condition que dans le cas du conducteur parfait en réflexion, en incidence normale, pardon. Et alors le point important, c'est que ceci doit être vrai quel que soit X, quel que soit T, quel que soit Y, c'est-à-dire en tous les points du plan de l'ionosphère et à tout instant, mais pas quel que soit Z, car nous nous sommes placés en Z égale H-. Donc en fait, il faut vérifier cette formule, quel que soit X, quel que soit Y, et là je l'ai changé de couleur, en Z égale H. Voilà. Et donc ce que je fais, je dis que le champ électrique dans l'air, c'est bien sûr la somme du champ électrique incident plus du champ électrique réfléchi. Et j'exprime cette somme pour les valeurs de R que j'ai indicées avec H pour bien dire que c'est calculé en Z égale H. Z égale H. Je peux factoriser l'exponentielle j oméga t. Le premier terme, comment va-t-il s'écrire? Donc, une fois que j'ai factorisé l'exponentielle j oméga t, je m'intéresse à la composante sur Y, le Y va disparaître. J'ai donc E0, donc, qui est ici, moins J, donc l'exponentielle moins J qui est là. Et ici, K scalaire R, donc le vecteur K, nous l'avons ici. Donc K scalaire R, il y a le K qui va se factoriser. Cosinus alpha selon UZ avec H, d'où le
cos alpha h, et sur x, sinus alpha avec le x, donc le sinus alpha x. Il n'y a pas de terme sur y, car j'ai directement supposé que le vecteur k était dans le plan du tableau. De la même façon, pour le second terme, je prends l'expression de k' qui est ici. Le terme sur x va faire du sinus alpha' avec x, et le terme sur z fait du cos alpha, moins cos alpha', et avec le h. Donc en fait, on avait moins k', moins et moins font plus, cos alpha' avec le h qui est là, va donc faire cos alpha' fois h. Et cette relation, elle doit être vraie. Pour quel que soit t, ça sera forcément, donc on peut se débarrasser de ce terme-là, quel que soit y, ça ne dépend pas de y, donc ce sera bien sûr vérifié, et le problème c'est quel que soit x. Cette formule-là doit être vraie quel que soit x. Donc vu de x, tous les autres termes sont constants. Ça c'est une constante, d'accord, c'est un terme qui vaut ce qu'il vaut, enfin c'est une valeur particulière, ça c'est une valeur particulière, pour l'instant encore indéterminée, mais ce sont des valeurs particulières, et vous avez ici une dépendance en x, et ici une dépendance en x. Donc vous avez deux fonctions de x, et vous avez, en fait on pourrait écrire ça de la forme, symboliquement, c'est comme si vous aviez, quel que soit x, d'accord, j'écris ça un petit peu plus simplifié, mais j'aurai un a, d'accord, exponentielle de alpha, pardon, je vais pas appeler alpha qui est déjà utilisé, de lambda x, lambda ici serait moins jk sinus alpha, d'accord, je peux tout écrire, j lambda, d'accord, j lambda x, plus un b exponentiel, donc un j lambda prime, lambda prime serait le k sinus alpha prime, et fois le x égale 0. D'accord, simplement, petit a c'est le 0, petit b c'est, enfin pardon, c'est e0 exponentiel moins jk cos alpha h, le b c'est cette partie-là, et simplement j'ai simplifié les facteurs en facteurs de x. D'accord, et si vous voulez vérifier ça quel que soit x, eh bien, il est assez facile de montrer que si vous prenez des lambda et des lambda prime différents, c'est-à-dire, si vous prenez concrètement ce terme-là, donc cette chose-là, voilà, bon, on voit le facteur ici, ici et là. Si vous prenez k sinus alpha qui est différent de k sinus alpha prime, vous aurez dans ce cas lambda qui est différent de lambda prime, et il est assez facile de montrer en mathématiques que ces fonctions sont des familles libres, d'accord, enfin forment une famille libre, pardon, et donc si vous imposez 0, la seule solution c'est d'avoir a égale 0 et b égale 0. Donc si lambda est différent de lambda prime, la seule solution au problème, vu que ça doit être vrai quel que soit x, c'est a égale 0 et b égale 0. Sans aller dans des complications de ce type-là, il vous suffit simplement d'appliquer la formule pour deux valeurs de x, par exemple x égale 0 et une autre valeur de x que vous choisirez, et quand vous chercherez à résoudre le système d'équations, vous verrez que la seule solution, c'est a égale 0 et b égale 0. Or, ça ne m'intéresse pas, parce que si je prends a égale 0 et b égale 0, eh bien dans ce cas-là, je n'ai pas d'amplitude de champ électrique. Alors effectivement, s'il n'y a pas de champ électrique envoyé, il n'y a pas de champ électrique réfléchi, c'est une solution possible, mais c'est la solution triviale. Donc je m'intéresse à une solution non triviale où les champs électriques incidents et réfléchis ne sont pas nuls. Et donc, vu que je veux que A et B soient non nuls a priori, la seule solution, c'est bien sûr d'avoir lambda qui vaudra lambda prime, ainsi les familles sont liées, vu que c'est en fait la même fonction. Donc ceci va imposer que k sinus alpha soit égal à k sinus alpha prime, ce qui impose que sinus alpha égale sinus alpha prime. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une application, parce que je vous rappelle que j'ai choisi de prendre les valeurs des angles alpha non orientés, et j'ai assuré, par évidence, que le vecteur incident est forcément ici, et que le vecteur réfléchi est forcément ici, habituellement, comme on le sait bien, lorsqu'on envoie un faisceau lumineux sur un miroir. Donc il me restera, on peut le faire à cas général, mais pour simplifier, c'est pas très compliqué à démontrer, l'essentiel a été fait, et on obtient finalement que la seule solution, c'est alpha égale alpha prime. Or, qu'est-ce qu'on a retrouvé ici? Eh bien, on a retrouvé le fait que si vous avez une réflexion sur un miroir, l'ionosphère ici à basse fréquence se comportant comme un miroir, nous venons donc de prouver que la deuxième loi de Descartes, en fait, que vous n'aviez jamais démontré jusque-là, enfin vous l'avez fait expérimentalement, mais vous ne l'avez jamais démontré, vous venez en fait de prouver, ici dans ce cas de figure, mais on vient de prouver en fait la deuxième loi de Descartes pour la réflexion, qui dit en fait que le rayon réfléchi et l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, si on les donne, sont de chacun
chaque côté de la normale, et si on les donne en valeur absolue, ils sont égaux. Alors la première loi de Descartes, nous ne l'avons pas démontrée, nous avons admis que le vecteur réfléchi était forcément dans le plan du tableau, mais en fait c'est le même type de raisonnement. Si on avait pris un vecteur K' qui sortait du tableau, nous aurions eu en fait une composante de K' sur Y, et on aurait traîné un terme en Y, et la seule solution serait, on n'aurait pas pu vérifier, on aurait pu montrer qu'on n'aurait pas pu vérifier l'équation de continuité, sauf à prendre en fait un vecteur de K' dans le plan. Donc on aurait pu faire quand même plus compliqué, mais ça, j'ai réalisé, ça faisait un calcul encore un peu plus compliqué, mais la méthode serait exactement la même. Donc vous voyez, c'est une méthode assez forte, hein. Il s'agit en fait d'appliquer les formules sur un ensemble de valeurs, quel que soit x, de reconnaître en fait une famille libre, et dans le cas général, donc de contraindre un cas particulier où cette famille est liée, c'est-à-dire égaliser les deux coefficients qui sont là. Et maintenant, on va aller encore plus loin, parce que maintenant qu'on sait que les valeurs de alpha et alpha prime sont égales, nous allons donc pouvoir factoriser par ce terme-là, et ça va être la suite de l'étude, cette relation que nous avons trouvée là. Maintenant que je vais poser, j'enlève le prime, et si je mets exponentielle j lambda x en facteur, je vais donc avoir, quel que soit x, ça va impliquer donc que a plus b devrait être nul, et je vais donc trouver une relation entre b et a, et cet élément-là va nous fournir finalement la valeur de E0 par prime, mais c'est la suite de l'exercice.